Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la 6e étape de Paris-Nice. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé avec les fameuses bordures sur cette étape. Et on parlera bien entendu des changements du côté du classement général qui sont assez nombreux et qui vont avoir des conséquences sur la suite de la course, notamment samedi et dimanche. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, si vous avez bien aimé cette étape. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également ajouter la petite cloche et cliquer rapidement sur les notifications, sur les miniatures. Dès que vous voyez une vidéo sortie, puis n'hésitez pas à faire un petit tour également du côté de la chaîne. Je précise déjà que demain et après-demain, il y aura des présentations qu'elles sont déjà programmées. Donc je les ai enregistrées aujourd'hui pour me dégager un petit peu de temps pour ce week-end. Donc voilà, elles ne prennent pas en compte l'étape d'aujourd'hui, que ça soit à la fois du côté de Paris-Nice ou du côté de Tirreno-Adriatico. Quelle étape, quelle journée de cyclisme aujourd'hui, J'ai même eu, le résumé de Tirreno sera pas fantastique parce que j'étais tellement concentré sur les deux courses qu'il y a un moment j'ai fait une ellipse narrative sur ce qui se passait du côté de Tirreno-Adriatico, tellement j'étais concentré sur les bordures de Paris-Nice. Ouais, ça a été une journée, on le savait qu'il y avait des possibilités de bordure, je vous l'avais dit ce matin, avec le vent, il y avait une zone que je vous avais délimitée au niveau, qui se finissait au niveau du sprint intermédiaire qui commençait une soixantaine de kilomètres avant. Et je vous avais dit, vu comment le vent va taper, il va être trois quarts d'eau, le vent est fort. Si c'est pas protégé, en gros, ça va faire mal. On le savait. Malgré tout, Visma a très bien joué le coup. C'est-à-dire que même si on le savait, quand on arrive à faire une bordure à seulement 17, ça veut dire que vous avez mis quand même, et dans un premier temps ils étaient cuits, on a mis tout le monde dans la pampa. En gros, ils ont été incroyables. Aujourd'hui, la Visma, ils ont fait un super boulot. C'est peut-être l'une des plus belles bordures que j'ai vues de ma vie. Ça me rappelle une qu'avait fait la CSC. Donc c'est pour vous dire que ça remonte. Il y a quelques années, ou l'étape de Saint-Amand-Montrond, également sur le Tour de France. Où le coup de bordure était parti aussi, et ils étaient une vingtaine dans le coup de bordure. Et le coup de la CSC, je crois qu'il n'y avait que la CSC à l'avant. Je sais plus, où il y avait 2-3 autres coureurs d'autres équipes, mais ils avaient fait un coup de bordure sur une course une fois à la CSC. Alors ça remonte, ça avait été exceptionnel. Je me souviens, je m'étais retrouvé à voir ça et je m'étais dit, waouh la vache, c'est pour ça que j'aime les bordures. C'est à cause de la CSC. Mais oui, c'était parce que la CSC était une bonne équipe qui savait faire des bordures, mais ils avaient fait une bordure. C'était avant. C'était quand Cancellara, il devait être dans sa 3e année, 4e année chez les pros. Philippe Gilbert devait avoir 20 ans. C'est pour vous dire, mais j'étais tombé là-dessus, c'était assez impressionnant. Bon, on regarde ce qui s'est passé dans cette étape. Début d'étape assez calme, échappée qui n'a pas été difficile à construire, avec Gachignard qui a attaqué dès le kilomètre 0, rejoint très vite par Cavagna, puis par Otrouba, coureur de la Cara-Rural tchèque, de la Cara-Rural qui a été efficace. Derrière, on a la Quick Step qui roule. L'écart maximum du côté de cette échappée sera de 3 minutes. Surtout qu'on ne s'entend pas extrêmement bien, on va pas se mentir, vu que Gachignard décide de se relever après avoir pris les points du côté de la classement de la montagne. Ça lui permet de prendre le maillot à poids pour un petit point. Ça fait quand même beaucoup d'efforts juste pour 3 points dans la journée. Je suis pas sûr que c'était extrêmement rentable du côté de la Total Énergie. À ce moment-là, l'échappée va reprendre un petit peu d'avance, parce qu'on était descendu sous les 1,30. Elle va remonter, le quart va remonter à 2,10. Puis, à 86 km de l'arrivée, Cavagna va se retrouver seul, car Otrouba va également le laisser tomber. Là, l'écart va remonter à 2 minutes 50. Et à 58 km de l'arrivée, c'est-à-dire 3 km avant que le direct télé démarre, la Visma s'est servi d'une descente d'une bosse pour attaquer et faire un coup de bordure impressionnant, mais vraiment impressionnant, parce que quand on regarde la télé à ce moment-là, ils ne sont que 8 ou 9 à l'avant. En gros, les 6 Visma
plus Lipovic, Skelmose, Pedersen. Voilà, la Ineos est piégée, la UAE est piégée, toutes les bonnes équipes de bordure, la Soudal Quick-Step est piégée également dans les équipes qui savent se débrouiller dans les bordures. Et là, on se dit, ouf, ça va être une mauvaise situation. Et on voit une caméra de dos qui nous montre Martinez dans la toute dernière bordure, Lenny Martinez. Et là, on sait déjà que c'est fini. Parce que quand vous êtes dans la dernière bordure, ça veut dire que la journée va être extrêmement longue pour vous. À 55 km de l'arrivée, donc l'écart avec Cavagna est de 2 minutes 15. Donc la bordure vient d'être lancée par la Visma. La Visma qui va être rattrapée par le groupe de la Ineos, ou qui va attendre un petit peu le groupe de la Ineos en se disant bah, 2 équipes, ça va quand même être plus simple qu'à une seule équipe. Même s'il est resté 1h20 de course à peu près, parce qu'on a fini sur un tempo d'enfer aujourd'hui. Hein. Plus de 47 à l'heure sur cette étape. On est arrivé, je pense, facilement avec un quart d'heure, 20 minutes d'avance sur l'horaire le plus rapide. Comme depuis un petit peu le début de la semaine, où ça arrive assez tôt du côté de Paris-Nice. Et la situation, eh bien, très vite, elle se dégrade pour Martinez. Donc on a le groupe numéro 1 qui va avoir une cinquantaine de secondes d'avance, donc Cavagna une cinquantaine de secondes d'avance sur le groupe Visma, à 1,57 le groupe Almeida, car oui, la UAE s'est fait également complètement piéger, et puis Martinez qui est à 2,40 à ce moment-là de Cavagna, mais qui n'arrivera jamais à revenir, parce que la situation est extrêmement mal gérée par la Bahreïn Victorious à 43 km de l'arrivée. Cavagna n'a plus que 40 secondes d'avance sur le peloton. Il va décider de se relever pour aider Guillaume Martin, qui est également dans le peloton. Jean Almeida. Martinez, lui, voit son retard augmenter. 2 minutes 20, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Et la situation devient irrécupérable vraiment. Sprint intermédiaire remporté par Jorgensen. Donc vraiment l'opération bien réalisée jusqu'au bout. Skelmose prend la deuxième place devant Lipovic et on se retrouve à avoir un sprint. Sharman tente de faire le coup du kilomètre, mais bien suivi par les coureurs de la Ineos. C'est ce qui fait que c'est Sharman au final qui va presque emmener le sprint aux autres coureurs. Et personne n'arrive à remonter sur Pedersen, qui pourtant est lancé d'un petit peu trop tôt. Les deux coureurs Ineos se retrouvent à faire 2 et 3 aujourd'hui, et les écarts à l'arrivée sont colossaux. Grosso modo, plus de 2,40 au général pour Almeida, quasiment 10 minutes pour Lenny Martinez désormais au général. Donc autant vous dire que pour faire une bonne journée et surtout pour faire un top 10, ça va commencer à être compliqué pour ces coureurs-là. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Les coureurs au top, la Visma. Quel travail collectif de la Visma. Vraiment, quand j'ai vu la télé à 55 bornes de l'arrivée, je me suis dit, waouh, comme ça. Je me suis dit, waouh. Putain, ils sont cuites. 8, 9. Ouah, la vache. Vache. Ils ont fait un sacré coup. Hein. Ils ont vissé super fort. Comme quoi, ça n'a pas forcément d'intérêt d'emmener cette mec fort en montagne. Hein. Des fois, on fait presque plus d'écart sur le plat qu'en montagne. Un bon coup de bordure. Ça remplace souvent une mauvaise journée de montagne. Non, mais voilà, ils ont été juste fantastiques. Ils savaient qu'ils n'avaient pas l'équipe la plus forte pour la montagne. Ils savaient qu'aujourd'hui, il y avait une opportunité. Ils ont réussi à saisir leur opportunité. J'avais un peu peur, moi, avant le début de ce Paris-Nice, que cette étape-là soit chiante à mourir. Je m'étais dit... Une étape de plat, 2 jours de montagne derrière, personne ne va vouloir prendre l'échappée. Enfin voilà, je me disais, ça va être pas passionnant. Et en finale, ça a été l'étape la plus spectaculaire de ce Paris-Nice avec ce coup de bordure exceptionnel de la part de la Visma, et ça n'a pas débranché jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils ont... À un moment, je me suis dit, le sprint intermédiaire, ça va peut-être un peu les dérégler, surtout qu'on perd à ce moment-là. Bon, les Lehman a fini, sont un peu rupteurs, et puis non, ils arrivent toujours à continuer. Gros travail d'Axel Zinglet, là aujourd'hui, qui a fait un super boulot aussi dans ce coup de bordure, il faut le souligner, qui a très très bien travaillé. Et puis derrière, cette victoire
Et puis Campenart aussi, hein, quel coureur Campenart quand il faut faire ce genre de travail. Il est super costaud aussi à l'avant de la course et oui, bah, ça a été un grand moment de cyclisme aujourd'hui et ça va redonner un petit peu... oui, de l'énergie à la Visma et du baume au cœur à la Visma, parce que ce matin on perd Vingegaard, début de saison qui n'a pas été exceptionnel, Simon Yates qui n'est pas au top du côté de Tirreno Adriatico, on ne sait pas trop ce que ça va donner Jan Uijtdebroek sur cette même course. Alors certes, il y a eu Olaf Koy hier qui s'était imposé, mais bon, ça restait pas si exceptionnel que ça du côté de cette formation. Et là, la démonstration quand même de la Visma aujourd'hui a rappelé à tout le monde que c'était une grande équipe. Et bon, c'est une équipe qui a toujours eu les coups de bordure dans son ADN. Hein. Ça date déjà de l'époque Rabobank. Bientôt le Rabobank qui va revenir en termes de co-sponsor, mais cette équipe voilà, qui a 20 ans, elle maîtrisait totalement les coups de bordure, ça a toujours été leur spécialité. J'ai toujours connu, moi, Rabobank, Belkin, Visma, Lotto Enel, parce que cette équipe a eu plusieurs noms sur les 10 dernières années, j'ai toujours connu cette équipe avoir des affinités avec ce type de course. Ils aiment faire mal aux adversaires. Je pense que pour aimer les bordures, il faut aimer faire mal. Parce que tu sais que tu fais mal aux adversaires. C'est dur de faire une bordure, mais alors tu dois... Il y a une sorte de plaisir comme ça, un peu inavoué chez les mecs qui font des bordures, parce que tu sais que tu fais hyper mal aux autres et que tu les fracasses. Donc, non, mais quelle journée du côté de la Visma. Ils peuvent être vraiment satisfaits. Good job. Je pense qu'ils vont bien dormir, mais les autres aussi vont bien dormir, parce que la pluie a également rendu la journée difficile, mais ouais, quelle journée, et puis quel travail collectif, là, c'est un vrai travail collectif. Les deux exercices collectifs, ils ont dominé, hein. Le contre-la-montre par équipe, ils l'ont dominé. Ce coup de bordure, ils l'ont dominé aussi. Ça montre la solidité du collectif de la Visma sur cette épreuve. On poursuit avec un deuxième coureur, c'est Lipovic. J'en parlais dans les commentaires où je disais Lipovic toujours bien placé. Il a une faculté, Lipovic, à être bien placé. Je vous disais, ça vient peut-être du biathlon, parce que le biathlon, vous êtes obligé de garder votre calme, de garder votre concentration, malgré un effort qui est intense. C'est ça le principe du biathlon. La phase de tir, vous êtes à un effort qui est quand même intense, et vous êtes obligé de vous contrôler, de respirer, donc ça demande un effort mental qui est énorme. Alors même s'il a arrêté après les juniors, l'effort mental, il savait déjà un petit peu le faire quand même. Du côté de Florian Lipovic, et après il est tout le temps bien placé. On le voit depuis le début de la semaine, à chaque fois qu'il y a une accélération, à chaque fois qu'il y a une attaque, à chaque fois qu'il y a un truc, il est bien placé. Pourtant il n'a pas l'équipe la plus solide, hein. Red Bull Boransgrohe sur cette épreuve, c'est pas l'équipe la plus costaud en termes de collectif, mais lui il est toujours bien placé, et en plus pour l'instant il fait aucune erreur. Il ne fait aucune erreur. Je disais que certains hier s'enflammaient avec Martinez. Oui, parce que Martinez, on ne l'a pas encore vu sur des montées extrêmement longues faire la différence. Lipovic, je m'enflamme plus pour Lipovic, parce que pour le moment, j'ai pas trouvé de gros défauts à Lipovic. Bon sur les montées longues, bon travail au seuil. Hier, il se fait pas avoir sur une arrivée punchy. Le contre-la-montre, il sait faire. Il est toujours bien placé, donc les bordures, il ne se fait pas avoir. Bon. Alors après, il faut voir, est-ce qu'il y a un vrai leader sur le terrain, un vrai leader pour faire travailler ses équipiers, pour tout faire correctement, mais est-ce que c'est un leader naturel, on va dire? Mais en gros, il a les qualités requises pour être un leader sur un grand tour et gagner un grand tour. Il a les qualités requises. Aujourd'hui, ce mec-là ne se fait jamais avoir. Il a une maîtrise du cyclisme qui est assez dingue. Pourtant, pour un coureur qui ne vient pas forcément du monde du cyclisme, qui a fait quand même un autre sport à côté. On le voit avec Remco Evenepoel sur le début de carrière, la maîtrise technique du vélo n'était pas toujours là. Vergalito et ceux qui ont fait la Zwift Academy, la technique sur le vélo, ils ne l'ont pas vraiment. Lui, il arrive aussi à être bon techniquement sur un vélo, parce que la bordure, il faut réussir à se placer, il faut réussir à ne pas être dégagé de la bordure. Il ne s'est pas fait dégager de la bordure, Lipovic, parce que vous avez des coureurs parfois qui savent
se mettre dans une bordure, mais qui ne savent pas rester dans la bonne bordure. Je pense à Brian Cocard. Brian Cocard, il sait être dans la bonne bordure. Par contre, il a toujours du mal à rester dans la bonne bordure. C'est un autre exercice aussi. Lipovic, il est jamais à l'arrière du groupe. Il a compris que pour pas se faire dégager de la bordure, fallait pas être derrière, faut passer des petits relais de courtoisie. Donc il a une intelligence, je trouve, il a une culture cyclisme qui m'impressionne, Lipovic. Pour un coureur jeune comme ça, de cet âge-là, je pense qu'il doit bouffer cyclisme, lui, hein, Lipovic. Je pense qu'il doit regarder beaucoup de cyclisme, parce qu'il ne se fait jamais avoir. C'est assez exceptionnel quand même, hein, ce qu'a réussi Lipovic, et encore une fois, avec une équipe autour de lui, qui n'est pas si exceptionnel que ça. Alors on va voir demain, on va voir également dimanche, parce que dimanche c'est une étape qui peut être très spectaculaire, où il peut se passer beaucoup de choses, où il peut y avoir beaucoup de retournements de situation, mais pour le moment, il fait du super bon travail. Troisième, Tobias Foss. Alors Ineos fait une belle semaine, Tobias Foss, belle forme en ce moment, hein. Bonne santé, comme on dit du côté de Tobias Foss. Hier, il fait quand même un numéro en solitaire à l'avant à l'avant de la course. Il a attaqué à plus de 60 bornes de l'arrivée, je crois, hier, Foss. Donc hier, il a fait quand même un effort important. Il a fait le contre-la-montre aussi, où il a passé des gros relais sur le contre-la-montre du côté d'Ineos. Là, encore une fois, à l'avant de la course, bien placé, place des gros relais, fait un énorme boulot d'équipier. Impressionnant, Tobias Foss. Parce que c'est un peu lui qui ramène Ineos quand même. Hein. Quand Ineos est dans un deuxième groupe, c'est lui qui a ramené Ineos. Non, c'est très solide. Et puis derrière, les relais qui passaient à l'avant du peloton, Campenart, il amusait pas la galerie derrière. Hein. Donc non, super course que fait Foss. C'est très rassurant sur ses qualités physiques. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu un chrono individuel sur Spa-Nice pour voir s'il avait retrouvé ses qualités sur cet exercice-là. Parce que c'est vrai que l'an dernier, c'était un petit peu compliqué du côté de chez Ineos. Mais non, très très bien ce qu'il fait Foss. Il fait du super bon boulot et... je me dis qu'il y a des coureurs qui vont vouloir l'avoir en tant qu'équipier dans cette formation. Il y a des leaders de cette équipe qui vont vouloir l'avoir en tant qu'équipier parce que vu ce qu'il montre pour le moment sur ce Paris-Nice, et je pense que si Bernal, si Arensman, si Rodriguez vont peut-être se l'arracher en disant « Moi je le veux, non c'est moi qui le veux, non c'est moi qui le veux ». Va falloir faire attention de ne pas lui déchirer le maillot là, dans ses crépages de chignon, mais oui, non, je pense qu'il va être très... Il va pouvoir avoir un programme très intéressant, je pense, parce qu'il montre quand même de très très belles choses cette semaine. Et puis je termine avec Mats Pedersen, le vainqueur. C'est une belle victoire pour Pedersen, parce qu'elle va lui faire du bien après une période qui a quand même été compliquée et un début de saison qui n'a pas été fantastique. Malgré tout, son sprint n'est pas parfait, il lance trop tôt, je trouve, et il l'avait déjà fait autour de la Provence, de lancer extrêmement tôt. Je trouve qu'il n'a pas forcément un bon timing sur ses sprints depuis le début de saison. C'est ce qui fait aussi qu'il a moins de bons résultats que l'an dernier, puisque l'an dernier il avait tendance à lancer parfaitement. On sait qu'il est capable de lancer de loin, mais il faut quand même pas faire non plus le foufou. Là aujourd'hui on savait que le sprint était plutôt vent défavorable, donc lancer avant les 250 mètres c'est quand même très très loin. Heureusement que derrière c'était pas Tim Merlier, parce que sinon Tim Merlier le mangeait tout cru. Heureusement que on n'avait pas un gros sprinter derrière et qu'Axel Zinglet était un peu à court d'énergie, et parce que sinon ça aurait pu lui coûter très cher à l'ancien champion du monde. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne du jour, je commence par la Bahreïn Victorious. C'est un raté complet. Aujourd'hui, du côté de la Bahreïn, le temps qu'il a fallu pour faire redescendre des coureurs auprès de Martinez, c'est vrai que des fois tu te dis, l'oreillette ne doit pas servir à grand chose.
Mais même s'il n'y a pas Lauriette, il y a un moment, tu fais un petit tour de ton groupe et tu vois bien qu'il n'y a pas un coureur qui manque ton leader. Tu vois bien que le Dossard 1, il n'est pas là. Alors soit tu pries pour qu'il soit devant, mais bon, connaissant le gabarit de Martinez, il y avait quand même assez peu de chances qu'il arrive à tenir un groupe de 17 ou 18. Soit tu te dis qu'il est derrière. Normalement, en termes de logique, tu dois te dire qu'il est derrière. Donc tu dois redescendre d'un cran. Donc certes, il y a eu un manque de réactivité dans la voiture de directeur sportif, mais parfois, quand vous avez des bordures, Lauriette passe pas. Parce que si la voiture elle est derrière le groupe Martinez et que le groupe de devant est à 700, 800 mètres, plus la pluie, il se peut que les oreillettes voilà, aient un peu déconné. Mais dans ce cas-là, les coureurs, il faut qu'ils aient normalement la réflexion de se dire « Ah ben, j'ai pas mon leader avec moi. Ah ben, il me manque quelqu'un, dis donc. T'as vu le 1 T'as vu le Martinez Tu ne l'as pas vu ?» Normalement, ça doit se faire comme ça. Et là, la Bahreïn s'est complètement plantée parce qu'il y a certains coureurs qui sont redescendus au bout de 15 km. À 40 bornes de l'arrivée, le coup de bordure était déjà parti depuis 15-20 km, quoi. Donc il y a un moment, il faut être beaucoup plus réactif que ça du côté de la Bahreïn. Qu'est-ce que ça peut dire autour de Martinez? Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas encore un leader naturel dans cette formation, qu'il n'a pas encore réussi à s'imposer, ce qui serait normal, ça fait que depuis 3 mois qu'il est dans l'équipe. Est-ce que ça veut dire qu'on lui fait peut-être pas encore assez confiance? Ça aussi, c'est peut-être une réflexion à creuser. Bon, après, c'est dommageable. Bon, il y a l'aspect collectif. Il y a aussi un aspect collectif qui fait que quand tu sais qu'un coureur est peut-être pas forcément le meilleur dans ce domaine-là, il n'y a peut-être pas forcément un gabarit totalement idéal, tu peux essayer aussi de le placer correctement et d'essayer de l'entourer un maximum. Là, s'il s'est retrouvé dans le dernier groupe pour moi, et pas dans le groupe UAE ou même dans un groupe Ben O'Connor par exemple, c'est que très clairement, bah, il était tout seul. Il était tout seul dans la pampa, donc il y a un moment, il faut l'entourer mieux que ça. Normalement, il y a des capitaines de route qui sont un petit peu faits pour ça dans les effectifs. Donc là, il y a eu un raté. Après, il ne faut pas non plus se chercher d'excuses. Il va être leader dans les grands tours. Il va falloir gérer ce type de situation. On sait que ça se produit assez régulièrement. Enfin, il y a toujours une étape ou 2 étapes sur un grand tour assez costaud. Voilà, au niveau du vent. Donc, il faut savoir les maîtriser. Tu peux pas perdre comme ça 3 ou 4 minutes, on va dire pas gratuitement, mais sur le plat, quoi. Tu peux pas perdre autant de temps. Là, aujourd'hui, il perd le général, en gros, sur une étape qui devait être anodine. Donc, il faut être beaucoup mieux placé du côté de Martinez. Alors, certains vont me dire, ou l'excuse, oui, mais c'est un petit gabarit. Un petit gabarit, ça n'excuse pas. Je suis désolé, mais Quintana, il était pas bien plus gros et il arrivait à s'en sortir dans les coups de bordure. Bernal a déjà été dans les premiers groupes de coups de bordure parce que Ineos était bien autour de lui. Du côté de Quintana, c'est parce qu'il savait se placer seul et qu'il a un sens du placement qui est très bon. Quintana était toujours dans les bons coups. Donc du côté de Martinez, dire oui c'est parce que j'ai un petit gabarit que non. Ok, le fait d'être un petit gabarit, ça peut te faire sortir d'une bordure. Ça c'est clair et net que encore une fois, comme Cocard, tu peux être dans la bonne bordure, mais si tu te retrouves sur le bas-côté, tu vas pas pouvoir jouer des coudes, et si tu essayes de jouer des coudes et qu'à côté de toi c'est Filippo Ganna ou c'est Campenart, tu vas perdre. Par contre, ça n'est pas une excuse de ne pas être dans la bonne première bordure au départ. S'il avait été dans la première ou dans la deuxième bordure et qu'ensuite il se fait jarter, je dis ok, c'est le gabarit. Ok, d'accord. Mais là, non, il est trop loin. Il est trop loin au moment où la bordure se forme. Il est mal placé. Et ça, c'est pas une excuse de gabarit d'être mal placé. Donc, c'est l'apprentissage qui se fait du côté de Martinez. On espère que ça lui servira un petit peu de leçon, quand même, ce genre de journée. Et que cette leçon, il s'en souviendra pour le futur. Pour mettre en place des choses, peut-être travailler son placement, travailler peut-être sa manière de se positionner quand il y a du vent, de travailler tout ça, parce que là aujourd'hui, il s'est fait avoir, on peut dire un petit peu comme un bleu. Deuxième équipe Bonnet-d'Âne, UAE. Alors UAE, autant Almeida a été impressionnant mercredi, autant collectivement depuis le début de la semaine, ils prennent un peu l'eau. Ils prennent l'eau parce que le chrono par équipe raté. Là aujourd'hui, coup de bordure, normalement UAE ils sont toujours à l'avant sur les coups de bordure. Là ils se sont fait complètement traverser
Ils sont dans le deuxième groupe. Donc non, ils sont passés à côté aujourd'hui, UAE et Almeida aussi. Almeida, il aura peut-être des regrets parce que il pourra peut-être se dire, si j'avais attaqué plus tôt à la loge des gardes, je serais peut-être pas à 2,40, mais je serais peut-être à 1,40. Et c'est un peu différent. Il se dit peut-être que si j'avais essayé d'anticiper avec mon équipe jeudi, ah bah on serait peut-être voilà, qu'à 1,40 ou qu'à 1,30. Ce qui changerait quand même pas mal la donne. Là, tu te retrouves à 2,40. Tu sais très bien qu'à Paris-Nice, 2,40, c'est rédhibitoire. Tu referas pas 2,40 à Auron, à part s'il a une jambe au-dessus de tout le monde et qu'Jørgensen a une défaillance. Mais en gros, maintenant, Almeida, déjà, il y a quand même beaucoup de coureurs qui sont devant lui. Deuxièmement, il faut qu'il prie pour une défaillance de Jørgensen. Faut qu'il mette un cierge à l'église, Almeida, parce que là, ça va être impossible. À la régulière, c'est pas possible. Donc c'est dommage parce que ça pouvait être une bonne opportunité pour lui. Et c'est vrai que c'est un coureur qui est performant, mais qui a quand même du mal à gagner, Almeida. Et l'an dernier, bon, on se souvient, il tombe malade pendant la Vuelta, alors qu'il avait l'air déjà d'avoir des bonnes jambes. Mais c'est vrai que c'est un coureur qui est placé, Almeida, mais qui n'est pas forcément gagneur. Et là aussi, il y a peut-être mentalement quelque chose à travailler. Il faut qu'il soit plus tueur pour moi, Almeida. Il n'est pas assez tueur. Il est fort, un peu comme Lou Jean Monod, mais à un moment, il faut mettre la dernière balle dans la cible, quoi. Et il n'arrive pas à mettre la cinquième balle dans la cible. Voilà. Il met les 4 premières, ok. La cinquième, elle est tout le temps faute. Eh bien, il faut que maintenant, la cinquième, au lieu de faire des 18 sur 20, eh bien maintenant, il faut faire du 20 sur 20 du côté d'Almeida. Et là, sur ce Paris-Nice, il n'a pas réussi à le réaliser, ce 20 sur 20. C'est dommage. Voilà, du côté d'Almeida. Tiens, en parlant de biathlon, juste rapidement, j'ai pas encore fait le débrief du biathlon. On fera un débrief du week-end, parce qu'en plus, est-ce que le week-end va se finir? Vu les conditions climatiques, je suis pas sûr qu'on ait les Masters demain. Et puis ça m'énerve, la gestion de crise, on va dire, de l'IBU m'a un peu énervé de vouloir faire courir les mecs à tout prix, alors qu'on voit bien que le site est dans un état assez pitoyable au niveau de la neige. Donc ça m'a un petit peu énervé. Voilà. Et puis je termine avec Ben O'Connor. Ouais, c'est pas une grande semaine du côté de Ben O'Connor. Et encore une fois, c'est pas un grand début de saison. Alors Ben O'Connor, les coups de bordure, ça n'a jamais été sa spécialité. Par contre, Jayco Alula, ils sont plutôt bons dans ce domaine-là. Là aussi, j'ai l'impression qu'il n'a pas encore le statut de leader parce que c'est quand même dingue que Michael Matthews soit dans un peloton devant lui. Qu'on n'ait pas demandé à Michael Matthews de redescendre pour donner un coup de moins à O'Connor. Alors soit c'est parce qu'on n'y croyait déjà absolument pas à ce moment-là et qu'on savait que c'était mort. Mais c'est vrai que Matthews, il était dans le peloton Almeida et on ne l'a pas fait redescendre vers le peloton Ben O'Connor. Je pense que ça aurait été peut-être une bonne solution. Oui, c'est dommage pour Ben O'Connor, mais ça n'a jamais été le coureur le plus fort dans les coups de bordure. Ça, c'est clair et net. Par contre, je trouve qu'au niveau forme, c'est quand même pas dingue parce qu'il n'est pas dans le groupe Almeida. Et moi, pour moi, aujourd'hui, il fallait être dans le groupe Almeida. Il perd une 20, une 30 quand même sur le groupe Almeida. Donc là aussi, ça fait un peu beaucoup. Pour le coureur australien, ça fait des grosses différences quand même. Et c'est un coureur qui a quand même été discret depuis le début de semaine, donc je ne m'attends pas à des merveilles sur ce week-end pour O'Connor. On peut dire dommage également pour Astana, Champoussin-Terrada qui était bien hier, qui se retrouve dans une bordure. Je crois qu'ils sont dans le groupe Almeida. Enfin voilà, il y a du monde qui a souffert aujourd'hui. De toute manière, ils étaient que 17 à l'avant. Donc autant vous dire que oui, il y a beaucoup de coureurs qui se sont fait avoir avec cette bordure aujourd'hui. Eh bien, on regarde tout de suite les différents classements. On regarde tout de suite les différents classements, le classement de l'étape. Donc vous voyez un Mats Pedersen vainqueur devant Tarling Watson, les deux Ineos qui ont fait chacun leur sprint. Zingley qui avait plus beaucoup d'énergie avec le coup de bordure, Sobrero 5. Ils ne sont donc que 12 dans le temps du vainqueur. Et ça c'est quand même à souligner. Le 17e, Andresen est à 1,54. C'est le fameux peloton UAE, donc le peloton avec Joao Almeida. On retrouve également Van Wilder dans ce peloton, Champoussin, Terrada, également à l'intérieur, ou encore Aurélien Paré-Pinte du côté de la Décathlon AG2R, mais pas Félix Gall. Félix Gall devait être encore dans un autre peloton. On retrouve le peloton des
des sprinters hein, qui ont lâché la main quand bon, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas gagner. Le troisième peloton, c'est le peloton Ben O'Connor, avec Cepeda, notamment à l'intérieur de ce groupe. Dans le peloton à 3,58, pas de leader au classement général, hein, c'est des coureurs qui roulaient dans le premier peloton. Et puis à 8,57, eh bien, on retrouve les Bahreïn Victorious et notamment Lenny Martinez. On retrouve également Luca Vergalito, pas le meilleur pour se placer dans un peloton. Jordan Gégat également. Total Energy souvent se fait avoir dans ce type de situation. Arnaud Desmar, Julien Alaphilippe également. Qui en a d'autres? Nelson Poles également s'est fait avoir. Bon, Narvaez parce qu'il devait rouler devant, je pense. Félix Gall, donc est bien dans ce peloton à 8 minutes. Et puis on a un coureur qui a fini à 10 minutes, c'est Plancart. Voilà. Qui finit donc 138e aujourd'hui. Du côté du maillot jaune, donc on a forcément des changements au niveau du général. Jorgensen, Lipovic, Esquelmoseux qui prennent un petit avantage sur certains de leurs adversaires, notamment Almeida désormais à 2,40. Vous avez McNulty à 3,05 ou encore Terrada 10e à 3,24 et Lenny Martinez, lui, est bien plus loin dans ce classement. Lenny Martinez, 23e désormais à quasiment 10 minutes avec cette mauvaise gestion de la bordure. Du côté du maillot vert, Pedersen passe en tête pour un petit point devant Merlier, donc double bonne opération pour le Danois. Il y aura peut-être même un match pour le sprint inter demain. Ce qui est donc il est plus placé il est plus placé à un endroit aussi difficile de la course. Hein. Il était placé après la Colmiane. Là, il est donc dans une portion qui sera encore plutôt plate. Donc, il faudra voir comment ça se passe. Et puis du côté du classement de la montagne, Gachignard avec un petit point d'avance par rapport à Joao Almeida dans cette échappée qui n'a pas duré très longtemps pour le coureur français. Et pour le maillot blanc, c'est Lipovic donc qui reste en tête devant Skelmoseux. Sheffield désormais 3e et vous voyez déjà à 2 minutes 14. Autant vous dire que le match, ça sera Lipovic Skelmoseux du côté du maillot blanc. Du côté du classement par équipe, Ineos reste en tête, mais elle devance désormais la Visma, la Movistar, la Red Bull et la UAE. Là aussi, pas mal de changements du côté de ce classement. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve donc pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao, ciao!